Nous avons à côté de nous, bonjour tout d'abord. Bonjour. Une nouvelle Marlène Dietrich. Mais elle a un autre nom quand même, il faut quand même le dire, c'est Cyrielle Claire. Comment devient-on, comment se transforme-t-on en cette personne qui était Ich bin die Fäschelona? Oui, tout le monde le connaît, voilà. mais on connaît aussi Ich bin Lili Marlène. Je chante pas assez bien. Si, quand même, j'ai reconnu l'air. Vous avez reconnu l'air. Alors comment devient-on cette personne qui était un monstre sacré? Absolument. C'est vrai que c'est la question que je me suis posée quand Pierre Cardin m'a demandé d'interpréter Marlène Dietrich. Je me suis dit, c'est une telle icône, c'est une telle légende que c'est assez impressionnant. Et puis, j'ai réfléchi au fait elle a fabriqué son image, avec sa coiffure, ses perruques, ses fossiles, tout ça. Elle était toujours somptueusement habillée. Elle s'occupait beaucoup des costumes de ses films. Et d'ailleurs, des anecdotes très très amusantes, parce qu'elle était chez Paramount, Greta Garbo était chez MGM, mais elle avait repéré qu'il y avait des plumes, notamment pour Shanghai Express, vous savez, le film de Sternberg. Elle avait repéré que les plumes chez MGM étaient beaucoup plus belles que les plumes de Paramount, parce qu'elles avaient un reflet bleuté, etc. Eh bien, elle est allée de nuit avec son costumier et elle dit on va aller prendre quelques plumes chez MGM. Elle était extraordinaire. Donc tout ça, c'est des anecdotes qui montrent un peu sa personnalité, son déterminisme, sa volonté. Et donc ça m'a beaucoup inspiré de voir comment Dietrich avait fabriqué Marlène, tout simplement. Et donc je me suis dit, bon, Cyrielle va fabriquer Marlène. Ça, Marlène, évidemment, je ne peux pas, c'est pas comparable, parce que quelqu'un qui a été, d'abord, qui est dans le souvenir de tout le monde, où on peut voir ses photos, on peut entendre sa voix, donc c'est un tel challenge que c'est difficile, il fallait contourner le problème. Et donc, dans la pièce, je dis, qui est Marlène? Est-ce que c'est une légende, une femme qui... Est-ce qu'elle existe vraiment? Elle existe, elle n'existe pas, tout le monde peut être Marlène, après tout. Si on se transforme, et puis il y a l'esprit de Marlène, il y a d'abord l'aspect physique et il y a l'esprit de Marlène. Et donc je dis, Marlène, ce soir, c'est moi. Donc c'est un emprunt que je fais de la personnalité de Marlène pour essayer de lui rendre un hommage, parce que je dois dire que cette femme, moi, m'a absolument fascinée. Et j'ai eu envie de faire découvrir, parce que moi je la connaissais comme l'icône de l'amour de la pellicule des années glorieuses d'Hollywood. Et je ne l'ai jamais vue sur scène, malheureusement, mais donc je la connaissais très peu. Et bien, je me suis documentée, j'ai lu sa biographie, tout ce qu'on a écrit sur elle, son abécédaire et tout ça. Et vraiment, j'ai découvert un personnage. Elle-même était un personnage. C'était un être fascinant, très complexe, assez paradoxal, comme la plupart d'entre nous aussi quand même, mais d'une richesse incroyable. Parce qu'elle était... Et si, effectivement, je me pose la question de savoir quels sont un peu les points communs, j'avoue que moi, je fais ce métier pour être plein de personnages différents, pour pas seulement être la petite Cyrielle, pour vivre. Et bien là, je suis la grande Marlène. Et je crois que chez Marlène Dietrich aussi, il y avait ce goût de se transformer, de vivre des aventures incroyables à travers ses personnages, à travers ses films, à travers aussi l'ambiguïté qu'elle a développée, vous voyez, quand elle s'habille en homme, mais elle va très très loin, elle ne fait pas que s'habiller en homme, il y avait une expression d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Pavant, qui a écrit un très joli livre sur les rapports entre Sternberg et Marlène Dietrich, et à un moment donné, il dit que la séduction virile, c'est étonnant quand même, ça, oui, c'est extraordinaire. C'est moins qu'on puisse dire, parce que pour moi, c'est le symbole de la féminité. Absolument, d'où le paradoxe dont je viens de parler, parce qu'elle était... Oui, la séduction virile, je crois que ce qu'il entendait par là, c'est que quand il y a quelqu'un qui lui plaisait, homme ou femme, elle y allait. Et pas simplement parce qu'elle se mettait des pantalons d'homme et des vestons et qu'elle allait séduire une femme. Mais pareil, elle faisait pareil pour les hommes. Je crois qu'elle les couvrait le cadeau, elle regardait avec ses grands yeux extraordinaires, et ils succombaient tous.
Et vous l'avez découverte comment? À quelle occasion vous avez découvert ce personnage? Eh bien, quand Pierre Cardin m'a demandé d'interpréter Marlène Dietrich, parce que lui, il l'a très bien connue. Puisque les deux... je crois que la dernière scène parisienne que Marlène a fait en 1973, c'était au théâtre de l'Espace Cardin. Et je pense que Pierre Cardin a été aussi très fasciné par cette femme, très admiratif et très fasciné par Marlène. Et il a eu envie de faire ressusciter un petit peu l'âme, le cœur de Marlène et son souvenir, de raviver ce souvenir dans l'esprit des gens. D'où le titre Marlène is back. Elle est de retour, voilà, is back. Marlène est de retour. Voilà, pour vous, pour les gens qui ne l'ont pas connue. Nous sommes nombreux à ne pas l'avoir connue, voilà. Malheureusement. Mais je trouve que c'est bien parce que elle a quand même, pour moi, franchement, c'est un personnage qui a valeur d'exemplarité. La façon dont elle a mené sa vie, en résumé, on peut dire qu'il y a eu 3 actes. Le premier acte, enfin même 4, plusieurs, hein, puisque au départ, elle travaillait dans un petit cabaret à Berlin. Elle était une petite actrice qui courait un peu le cachet, un petit peu partout. Et puis ensuite, elle était découverte par Sternberg, pour L'Ange Bleu, qui quand même, elle a quand même fait le premier film parlant du cinéma allemand. C'est extraordinaire. Et chanté. Et chanté, oui. Alors à l'époque, j'ai remarqué que toutes les actrices chantaient 1 ou 2 chansons dans leurs films. C'était très, très, très courant. Même si ce n'était pas des comédies musicales ou des films musicaux, il y avait forcément 1 ou 2 petites chansons. Et donc, alors la première carrière, ça a été à Hollywood, avec Sternberg. Ils ont fait 7 films ensemble. Et ensuite, on peut dire, comme un entracte, les années de guerre. Les années de guerre. Et ça, dans sa vie, elle a pris un engagement. Elle est partie pendant 3 ans sur le front. Elle était sur tous les fronts. Alors, quand on fait le point de tous les endroits où elle est allée en Alaska, au Groenland, elle est allée en Afrique, en Sicile, en Angleterre, bien sûr, en Hollande, en Tchécoslovaquie. Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et elle était habillée en soldat. Elle avait son barda sur le dos. Et alors, dans son barda, il y avait quand même une petite robe pailletée pour... Alors, elle chantait aussi bien dans sa robe pailletée. Alors, elle avait choisi une robe pailletée parce que ça se roulait. Et la robe n'était pas froissée, donc elle pouvait la déplier. Et elle chantait. Alors, elle était parfois en godillot, parce qu'elle chantait partout, dans la boue, sur des scènes, sur des estrades. C'était extraordinaire, avec un courage incroyable. Et parfois, elle chantait en tenue de soldat aussi. Donc ça, c'était un engagement et une aventure de vie. Bon, on souhaite à personne de vivre la guerre, bien entendu. Mais en plus, elle a vécu d'une autre façon assez extraordinaire. Puisque c'était une Allemande qui a refusé de faire allégeance au parti nazi. Donc elle a renoncé à sa nationalité. Et en 1939, quand arrive la guerre, elle est américaine. C'est quand même extraordinaire. Alors, elle était très en danger en plus pendant la guerre, puisque ce grand malade d'Hitler avait quand même mis un contrat sur sa tête. Parce que pour lui, c'était une trahison. Oui. Oui, et pourtant, les soldats allemands aimaient bien Lili Marlène. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors ça, c'est l'histoire de la chanson, je vous en parle un petit peu après, si vous voulez aussi. Mais donc ça, c'est, je disais, l'entracte, et après, le second acte de sa carrière, où elle est devenue chanteuse. Et je crois que ça a duré une 15aine d'années, peut-être un peu plus, 17 ans, et je pense qu'elle aurait été sur scène jusqu'à 90 ans, si elle n'était pas tombée et elle s'est blessée d'une blessure qui n'a jamais guéri, malheureusement. Malheureusement. Sinon, c'était une femme qui avait une énergie, une soif de vivre, de partager des aventures. Elle était curieuse de tout. Et si vous voulez, même à la fin, quand elle était un peu, cantonnée dans son appartement de l'avenue Montaigne, elle achetait toute la presse allemande, américaine, anglaise, française. Elle voulait se tenir au courant de tout. Elle n'avait pas perdu cette jeunesse qui est propre de la curiosité. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est jeune, on est curieux, on veut tout connaître, on veut expérimenter plein de choses. Et elle était encore comme ça, c'est assez extraordinaire, malgré qu'elle soit très, très handicapée. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une robe à paillettes. Oui. Or, dans les extraits, enfin dans un des extraits que l'on pourra voir sur, un petit peu plus loin sur le site, vous portez une robe à paillettes. Est-ce que celle-ci a été créée par Pierre Cardin ou est-ce que c'est une robe qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qu'elle portait? Créée par Pierre Cardin, le grand couturier Pierre Cardin. Et d'ailleurs, ce
tuxedo, ce smoking. Ce smoking. Aussi, il a créé la plupart de mes tenues de ce spectacle. C'est une grande chance, c'est merveilleux. Parce que j'ai aussi une tenue de voyage qui est extraordinaire, avec un chapeau, avec un gros grain, comme ça, en crin, qui est tout à fait l'esprit des années 40, 35-40. Non, j'ai la chance d'avoir des costumes magnifiques dans ce spectacle. Alors, des changements de costumes assez rapides. Là, c'est des prouesses. Heureusement que j'ai un amour d'habilleur qui John Paolo, que je remercie, qui est formidable parce qu'il est génial, parce que derrière, ça va très très vite. Hein, étant donné qu'on couvre une grande période de la vie Marlène, de 1930 à 1973. Et donc l'idée, c'est justement de parcourir toute cette vie extraordinaire, exceptionnelle qu'elle a eue. Et alors, on a des éléments de scénographie qui ont été réalisés par Rodrigo Basilicati qui me plaisent beaucoup parce que ce sont des impressions de couleurs, de formes qui sont en accord avec le temps, avec l'esprit, également le mood dans lequel les humeurs du moment, et puis qui ponctuent comme ça toutes ces différentes périodes, c'est très joli. Et qui nous permettent de voyager à travers le temps dans une manière assez, pas réaliste justement, je dirais pas surréaliste non plus, mais dans une manière assez poétique, extrêmement esthétique. Et je trouve que c'est bien lui rendre hommage que de le faire de cette façon-là. Vous voyez, parce qu'on est dans le souvenir, on est dans l'impression. Vous savez, l'empreinte, j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, pour moi c'est intéressant, vous savez, comme dans le sable, on laisse ses empreintes. Là, je crois qu'elle a laissé une très jolie empreinte dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui l'ont connue. Et j'ai essayé justement de ramener un petit peu, parce que ça s'efface les empreintes dans le sable, malheureusement. Donc j'ai essayé de retrouver certaines de ces empreintes, comme ça, qui ont marqué son passage dans cette vie sur Terre. D'ailleurs, vous connaissez son épitaphe? Non. De Marlène, c'est assez intéressant, très difficile à traduire. Alors ça m'intéressait surtout les pianistes allemands. J'ai essayé de vous la traduire très malade. Je parle un petit peu allemand, alors on va voir si je le comprends. Hier stehe ich. Ici je suis, ici je me tiens. An den Marken meine Tage. An den Marken meine Tage. À la marque, meine Tage, à la marque de mes jours, oui. Voilà, parce qu'elle veut dire je suis. Et ça pour moi, c'est aussi, ça m'a inspiré dans cette idée d'empreinte. Vous voyez, parce que elle est là. C'est comme si, donc, et sur sa pierre tombale, donc il y a sa date de naissance, sa date de mort, et elle a fait graver ça, tout simplement. Et assez difficile à interpréter, mais en lisant ce qu'elle a écrit elle-même, Marlène, en analysant un petit peu la façon dont son abécédaire est très intéressant. Parce que vous savez, quand les gens font un abécédaire, ils ne choisissent pas, par exemple, elle pouvait choisir pour une certaine lettre des choses très très philosophiques. Et pour une autre lettre, elle pouvait choisir des choses assez triviales comme une recette de cuisine, autre chose. Vous voyez, ça c'est aussi Marlène. Ou choisir, ou pour sauter une lettre. Parce que ça c'était sa liberté, elle faisait exactement ce qu'elle voulait. C'est pour ça que j'adore ce personnage aussi, c'était une femme libre. Et donc en essayant de retrouver, à travers ce qu'elle-même a écrit, ce qu'elle a voulu montrer, dire. Voilà, ou dire, voilà la somme de ma vie, parce que quand on choisit une épitaphe à mettre sur sa tombe, c'est pas rien. Oui, j'imagine, parce que ça reste. Hein, c'est ça. C'est du forever. Déjà? Non. Moi non plus, pas. J'y penserai peut-être plus tard. Non, mais il est toujours temps d'y penser, quitte à en changer, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est intéressant de se poser la question. D'ailleurs, je ne me l'étais jamais posée avant de vous la poser. Alors, au moins, on est d'accord. Donc, je veux la poser. Non, parce que c'est intéressant de voir ce qu'on veut mettre pour que les gens qui viennent se recueillir sur votre tombe ou qui viennent par curiosité voient. C'est interpellant ce qu'elle a écrit. Je le tiens ici, dans la marque de mes jours. Ça veut dire que pour elle, il me semble, voilà, elle a vécu de 1901 à 1992. Et ça résume là. Et c'est ça qu'elle veut qu'on garde. Pas, alors je ne sais pas trop en quoi elle croyait. Je crois que sa religion, c'était l'amour. Ah, la religion, c'est l'amour. Ça me plaît bien. Ça serait une religion à laquelle je pourrais adhérer.
adhérons tout de suite. Alors, adhérons pour seulement 12 représentations. Pourquoi 12 seulement? Ah bah écoutez, déjà, c'est bien. Vous allez voir, c'est un gros travail. Hein. Ben oui, justement. C'est un énorme investissement, c'est un gros travail. Et je suis heureuse de faire ce petit parcours. Et puis après, on verra. Nous avons joué déjà, nous avons la chance de jouer à Miami, à Las Vegas, à Venise. À l'Espace Cardin, on avait joué juste quelques jours avant que le lieu soit dédié à d'autres activités. Et donc, mais voilà, c'est une aventure ponctuelle. Donc, ceux qui ont envie de découvrir Marlène dans ce qu'elle a de plus extraordinaire. C'est vraiment, quand je vous disais tout à l'heure que pour moi, cette femme a une valeur d'exemplarité par sa stature, par la façon dont elle a mené sa vie. Alors, on peut faire autrement, mais avec des valeurs. Moi, j'aime bien le sens des valeurs. C'est vrai qu'elle a été élevée un peu à la prussienne, hein, d'une façon. Elle a eu un père et un beau-père qui étaient tous les deux militaires, mais elle a eu une très belle éducation. Une éducation musicale, une éducation littéraire, ce qui a fait d'elle un être assez accompli. C'est vrai, l'éducation, alors ça, je dis ça pour les jeunes, aller à l'école le plus longtemps possible. Parce que l'éducation, il n'y a que ça, c'est vrai. Non, l'éducation, c'est la base de tout. Si on peut avoir la chance, bon, en France, on a la chance que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans. Il y en a qui râlent, mais c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une chance. Et c'est vrai que quand on voit des gens qui sont un peu perdus maintenant, je pense parce qu'ils n'ont pas quelque chose de fort qui les rattache. Et des valeurs qui nous sont données soit par l'éducation familiale, scolaire ou autre. On peut aussi s'éduquer soi-même. Vous savez, il y a des gens qui s'éduquent eux-mêmes par la lecture, par les rencontres, par l'échange. Il y a toute forme d'éducation. Il faut avoir les bases, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter. Bon, ça, c'est les bases. Mais après, s'éduquer et s'élever, l'éducation permet aux gens de s'élever, ça, je pense que c'est l'affaire de chacun. Et on peut le faire à tous les niveaux, de différentes manières possibles. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous donne quelque chose qui vous donne un idéal, qui vous donne une aspiration, qui vous porte. Bah écoutez, la meilleure éducation qu'on puisse conseiller, c'est d'aller voir Marlène Isbach. C'est au Théâtre de la Tour Eiffel. Oui. Du 31 janvier, donc c'est presque demain, oui. Jusqu'au 17 février. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Absolument. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous. Merci.